Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est le président du Cercle des économistes, j'ai nommé Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour Jean-Hervé. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Alors, on parle du Brexit, pourquoi? Parce que quelles sont vos seules certitudes, Jean-Hervé, sur le Brexit? À l'heure actuelle, moi j'ai le sentiment qu'a priori, mais il y a tellement de coups de théâtre, de rebondissements qu'on s'y perd, a priori, on devrait éviter le hard Brexit le 31 octobre. Est-ce qu'on peut à peu près dire qu'il y a un 90% de chances que ce soit le cas? Oui, en tout cas, la réalité, c'est qu'on est dans un domaine qui est purement politique. Il y a très peu d'économie dans cette opération. On va en dire un mot dans un instant, mais je trouve que le banquier central britannique Carney a raison de dire que ce n'est pas non plus la fin du monde pour la Grande-Bretagne. C'est ce qu'il a dit la semaine dernière. Oui. Oh, il parle quand même d'une perte de 5 points de PIB au lieu de 8. 5 points de PIB, ça nous rappelle la crise financière quand même. Après, ça dépend si c'est dilué sur 20 ans, si c'est en un an, 2 ans. Oui, enfin bon, je veux dire, on oublie toujours que la Grande-Bretagne, c'est au fond un hub pour toute une série de pays anglo-saxons très dynamiques, que ce soit le Canada, l'Australie. Il y a quand même, quelque part, je trouve que c'est pas là-dessus que se joue l'opération, pas du tout. Alors, on a tendance un peu j'allais dire, renforcer cette opinion. Ça le joue de manière économique plutôt pour la partie européenne, pour nous. Et notamment évidemment pour les Allemands, c'est pour ça qu'ils sont, à mon avis, on finira par avoir un accord, parce que les intérêts des uns et des autres sont quand même ceux d'avoir un accord. Alors, vous me dites, pas de Brexit. A priori, encore une fois, il y a cette loi qui est passée, il doit arracher a priori, Boris Johnson, il faut suivre un accord d'ici au 19 octobre avec les Européens, si tant est qu'ils en veulent. Quand on écoute Jean-Yves Le Drian qui nous dit pas de report du Brexit dans ces conditions, on va pas recommencer tous les 3 mois, il a raison d'ailleurs le ministre français. Sinon, encore une fois, il doit arracher un accord, Boris Johnson, avec les Européens d'ici au 19 octobre, ou sinon, il est obligé de demander un report, encore une fois, aux Européens, à supposer qu'ils acceptent. Et là, on se dit, mais où on est, quoi? Alors, sortons j'allais dire, du théâtre des positions, des postures des uns et des autres, la réalité. Ouais. Personne ne souhaite, peut-être... même pas lui? Même pas lui, personne ne souhaite un drame. Il a bien vu qu'il avait quand même un problème politique majeur, et donc il ne le souhaite pas, mais les Allemands ne le souhaitent pas, pour des raisons là, économiques évidentes. C'est un grand débouché pour l'Allemagne, et donc l'Allemagne n'a pas besoin de se taper un sujet complémentaire, et donc l'intérêt de tout le monde, c'est de trouver un arrangement. Quel est le vrai sujet? L'unique sujet de cette opération, c'est l'affaire au fond de la frontière. Exactement, frontière irlandaise. La frontière irlandaise. Moi je suis triste que les Britanniques quittent l'Europe. Je trouve ça très dommage, parce que c'est un immense pays, c'est une culture formidable, c'est un partenaire économique exceptionnel dans des domaines qui pour la France sont très importants. Dans le domaine de la défense, c'est notre partenaire, c'est pas les autres qui le sont. Et donc, il faut trouver un accord sur ce thème. Et il a l'air très compliqué, puisque en réalité, la position qu'on suggère, enfin qui avait été acceptée par Mme May, consiste quand même à considérer que jusqu'à la fin des temps, un pays souverain, la Grande-Bretagne, n'a pas le droit de modifier les conditions de sa frontière. Ouais. Objectivement, je trouve que c'est pas facile à accepter pour un pays. Si on nous proposait à nous ça... De ne pas avoir France, la main sur un bout de notre frontière. C'est quand même... Si on pouvait trouver une solution... Donc vous donnez le point à Boris Johnson pour ça? Non, je donne le point. Je n'ai pas du tout de sympathie pour lui, et je suis absolument convaincu que c'est quelque part une sorte de personnalité dangereuse. Mais sur ce thème-là précis, il faut bien qu'on trouve une position de compromis. Je pense que la position telle qu'elle a été finalement acceptée par Theresa May est une position qui n'est pas très facile à accepter. Si on nous disait à nous, je ne sais pas moi, à Nice, jusqu'à la fin des temps, on n'a pas besoin de trucs, on n'accepterait pas. C'est un problème de souveraineté. Donc, et je crois qu'il y a beaucoup de propositions. Le problème de Johnson, c'est qu'il ne propose rien. Mais en réalité, pas mal de gens ont réfléchi sur la manière dont on pourrait notamment décomposer j'allais dire, la nature même de la frontière. La frontière, c'est une frontière politique. Et là-dessus, c'est compliqué de ne pas considérer que la main ne reste pas en fin de parcours à un pays souverain. C'est une frontière douanière, et on peut peut-être séparer ce thème-là, en disant que là, on n'aura jamais la possibilité de modifier
j'allais dire, la liberté ou la non-acceptation de flux de marchandises. Il y a au fond toute une série de définitions de la frontière et c'est en séparant ces définitions qu'on trouvera une solution. Donc pour vous, et donc vous êtes dans le même sens que les marchés, il y aura, qui reste calme, il y aura un accord, même si tous les 3 mois, pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit? On voit des majorités qui tombent et des reports tous les 3 mois. Mais si vous voulez, en fin de parcours, les marchés ont raison sur ce thème-là. L'intérêt des Britanniques est de trouver un accord, et l'intérêt notamment de la première économie européenne, c'est-à-dire l'Allemagne. On est toujours dans la même impasse. Oui, mais enfin, vous savez, au regard de l'histoire, 3 mois, c'est pas la fin du monde. On est en train j'allais dire, de dramatiser, parce qu'il y a un problème politique britannique majeur, qui est celui de l'incapacité qu'ils ont d'arriver à se trouver une ligne à peu près claire. Et donc on ne coupera pas à des élections anticipées, quelle que soit la date? On ne coupera pas, mais même quel que soit le résultat de ces élections, je suis convaincu qu'en fin de parcours, on trouvera une forme d'accord parce que personne n'a intérêt. Personne ne va se tirer une balle dans le pied. Je rappelle que les Européens ont le sentiment de s'y préparer quand même à ce Brexit sans accord. Oui. Enfin, moi, j'ai discuté avec le président longuement, avec le président d'une région française qui n'est pas éloignée de la Grande-Bretagne et qui a quelques millions de personnes en gestation et qui explique, à juste titre, qu'il ne va pas avoir des colonnes, des kilomètres de camions. Enfin, je veux dire, il faut voir qu'il faut trouver des solutions qui ne mettent pas en péril nos propres intérêts. Il faut voir que l'intérêt... Alors, chacun, après ça, fait de la politique. Le gouvernement français le fait avec rigueur et force, parce que c'est une position de leadership politique, mais pas économique, en Europe. Et le leadership politique conduit obligatoirement à avoir des positions assez strictes et assez fermes. Ça nous permet. Mais il faut bien savoir qu'en fin de parcours, l'économie primera et vous verrez qu'on trouvera, j'allais dire, que ça se terminera, non pas bien. Je regrette profondément ce départ, c'est stupide. Mais à quel horizon? Horizon quoi? Octobre, janvier? Combien de temps ça va continuer? Fin de l'année. On aura l'occasion d'en reparler. Puisqu'on parlait du gouvernement, Jean-Louis Lorenzi, on a Gérald Darmanin, retour en France, qui nous annonce que le déficit public pour la France sera, pour 2020, autour de 2,2%. C'est ce qu'il a dit. On se dit que pour un gouvernement dont on a dit souvent qu'il calait devant la réduction de la dépense publique, c'est quand même pas si mal, où on se dit ah ben merci la BCE, parce que c'est encore entre 2 et 4 milliards d'euros qui sont économisés par an tous les ans. Sur la charge d'intérêt. On ne peut pas prendre les situations mondiales toujours comme, j'allais dire, nous arrangeant. Je veux dire, de temps en temps, elles nous pénalisent. Si les taux d'intérêt aujourd'hui étaient à 4%, ça nous pénaliserait. Ouais. Ils sont négatifs, ce qui pose bien d'autres problèmes. Si ça nous arrange, tant mieux. Je veux dire, on n'est pas obligé dans la vie de toujours avoir une culpabilité du fait que la situation macroéconomique mondiale, qui n'est pas très favorable, mais a un aspect qui est favorable, c'est que sur la charge d'intérêt. La Cour des comptes a calculé, je regarde le chiffre là, que les taux bas permettent d'économiser 4 milliards d'euros. C'est 4 milliards d'euros sur la facture de la charge d'intérêt sur la dette. Ça nous sauve quand même. C'est ce qui fait que... C'est positif. Mais ce qui nous ennuie beaucoup, je préférais que la croissance de l'économie mondiale soit plus vigoureuse qu'elle ne l'est et qu'elle ne le sera. Parce qu'à droite, certains disent là, c'est pas un gouvernement qui est bon gestionnaire. Quand on fait 2,2%, si c'est tenu, c'est un objectif sur 2020. Attendons, voir où sera la croissance, parce que voilà, c'est pas si mal. Écoutez, si on doit juger aujourd'hui la situation, ceux qui disent qu'il est mal géré, devraient d'abord se rappeler ce qu'ils ont fait eux-mêmes quand prendre ils le rétroviseur et se souvenir. Moi, parlons de choses sérieuses, de gens qui sont sérieux. Non, mais on entend souvent qu'il y a un manque de courage politique. On entend souvent dans le débat de ce gouvernement qui a calé devant la baisse de la dépense publique. C'est absurde. Vous ne pouvez pas, à la fois, en réalité, essayer de maintenir un taux de croissance qui est, j'allais dire, suffisamment favorable pour qu'on puisse éventuellement faire quelques réformes. Et on va y venir dans un instant. Pour ça, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution miracle. L'Europe est en panne, et donc il faut mettre un peu d'argent. Et d'une certaine manière, les Gilets jaunes nous ont été satisfaits sur ce point-là, parce que les fameux 17 milliards, ça va nous faire un 4% de croissance, de la création d'emplois, enfin tout ça est favorable. Ouais. Ça permet de jouer, c'est comme en bateau, si vous n'avez pas de vent, si vous n'avez pas de vent un peu dans les voiles, pas la peine d'espérer avancer. Deuxième sujet, ils ont, je dis le gouvernement,
à attaquer avec beaucoup de vigueur la réforme mère de toutes les réformes, qui est celle qui, au fond, est le poison de la société française, qui est celle des retraites. Elle le fait, je dirais, de manière très habile. C'est attaqué à gauche. C'est habile, on a du mal à comprendre quelle est la stratégie du gouvernement qui conserve depuis 18 mois un président qui prend cette distance avec la principale préconisation d'un rapport qu'il aurait lui-même soutenu durant l'été. Jean-Paul Delevoye était contre l'âge pivot. C'est Macron, paraît-il, ce que raconte Le Monde, qui lui aurait dit « mais non, il faut qu'il y ait un âge pivot ». Finalement, le président prend sa distance. On repart sur des concertations, sur un grand débat. Vous y voyez clair, vous? Moi, j'y vois très clair. Et je considère que l'attitude... Illuminez-nous, alors. Oui, alors c'est très simple. L'objectif, une réforme des retraites, d'abord, c'est la 5e, il y en a eu 4 précédentes qui étaient paramétriques, très importantes. Fait par des gouvernements de droite, faut-il le rappeler. De droite et un de gauche, qui a accepté les 62 ans, vous vous en souvenez, oui. Après avoir dit que c'était ça lui déchirait le cœur, ils l'ont accepté avec le grand sourire. La réalité, c'est que dans les faits, s'il n'y avait pas eu ces 4 réformes, il y aurait eu vraisemblablement 4 points et demi de PIB de plus qui auraient été consacrés à financer les retraites dans notre pays. Aujourd'hui, on met 14% du PIB dans les retraites. Il y aurait eu, on va dire, entre 18 et 19. Bravo les réformes qui ont eu lieu. Exactement. Au fil de l'eau. On dit que la France n'est pas réformable. Au fil de l'eau, tous les 10 ans, on a réformé. On a demandé plus d'efforts aux Français. Attends, mais c'est intéressant parce que ce qu'il dit Jean-Hervé, parce que là, pour le coup, sur les retraites, quand le président nous dit qu'il faut être à l'équilibre en 2025, mais la CDT répond, mais il n'y a pas de problème de financement. Alors, il n'y a même pas de consensus sur la réalité des chiffres. Quand on regarde le corps, ce qui nous dit, moi j'ai regardé aussi, le corps dit 2025 entre 6 et 9 milliards, je crois, ou un peu moins de 10 milliards d'euros de déficit. Est-ce qu'un déficit de 10 milliards d'euros en 2025, après voir comment il évolue dans le temps, est-ce que vraiment c'est insurmontable? Est-ce que c'est pas parce que la CFDT, qui a beaucoup de qualité, mais c'est à un moment quelque chose qui n'est pas tout à fait, je vais dire, tellement juste, c'est pas pour cette raison qu'on ne va pas faire de réforme des retraites. Alors, sur le fond, une réforme des retraites, c'est tel que c'est, on a épuisé le jeu du paramétrique. Ce qu'on appelle les paramétriques, c'est qu'on joue sur le niveau des pensions, les niveaux de ceci, les niveaux de cela. Et on décide d'enlever ce poison de la société française qui consiste à ce que tout Français considère que son voisin est mieux traité en matière de retraite que lui-même. Donc, on décide de faire une réforme structurelle. Ça, c'est la réforme à point. C'est la réforme à point. Cette réforme est très bien définie sur le temps, une dizaine d'années, et sur la manière dont on fait converger des dispositifs qui sont très différents, ne serait-ce que le parti public et la propriété privée, et prenant en compte ceux qui vont y perdre, parce que certains vont y perdre. Je pense notamment aux fonctionnaires qui n'ont pas de prime, et donc les profs qui vont se trouver. Donc il faut arriver à faire que ce ne soit pas, j'allais dire, vécu comme un drame par des catégories. Donc tout ça prend du temps, et tout ça va supposer d'ailleurs de faire un peu de transfert, etc. Tout ça est bien pensé, parce que M. Delevoye est un très bon. Alors après, il y a la fameuse affaire de savoir s'il vaut mieux considérer les annuités ou s'il vaut mieux considérer l'âge pivot, en gros, l'âge de départ à la retraite. Parce que le pivot, c'est un peu du baratin. On disait, désormais, pour avoir sa retraite, il faut, en pleine, il faut être à 64 ans. Et si on bosse moins, on a moins. Il se trouve que, politiquement, économiquement, c'est plus favorable d'aller vers l'âge pivot ou l'âge de départ, de repousser, ça va plus vite, on rééquilibre bien, et là, en 2025, on n'a pas de problème. Il se trouve que c'est très difficile à faire passer, sachant que l'objectif, c'est plutôt de faire l'iceberg, le gros paquet, c'est faire cette réforme structurelle. Là, les annuités, c'est plus juste parce que ça permet de prendre en compte... Les trimestres de cotisation, on veut dire. Oui, les trimestres de cotisation ou les annuités, la durée où vous avez payé pour votre retraite. Dans les faits, ça rapporte moins de financement. Et puis mettre des points avec remettre la boucle des durées de cotisation alors qu'on avait des points, ça ne rien y comprendre. On voulait une réforme claire. C'est pas très lisible. C'est pas très compliqué. Non. Là, on cumule un nombre de points et on transfère les points en euros. Si en plus on remet une durée de cotisation. Non. Que vous n'avez pas d'ailleurs, je crois, en Suède. Non. Laissez tomber la Suède et parlons de choses simples. On fait une réforme en points
c'est-à-dire qu'on considère que c'est le nombre de points que vous avez qui justifie, qui cumulé. vous permet de calculer votre retraite avec des transferts et tout ça. Tout ça est un peu plus compliqué que ça n'apparaît dans un discours simpliste. Et par ailleurs, vous mettez une contrainte. Que vous mettiez une contrainte, vous n'avez pas le droit de partir avant 62 ans ou 64 ans, ou que vous ayez besoin de 43 annuités ou 44, c'est vous rajoutez une contrainte. C'est pas compliqué. Le risque du système à points, par contre, ça se met en deux phrases. Hein. Premièrement, je décide que la retraite est en points. Deuxièmement, je mets une contrainte pour avoir une retraite pleine. Mais c'est pas clair. Ce point-là n'est pas clair aujourd'hui. On ne sait pas ce que fait le gouvernement. Oui, pour moi, il est clair. Et c'est comme ça que ça se terminera. Avec comment? Avec. Comme je vous dis. Donc ce que propose Jean-Paul Delevoye. Ce que proposait Jean-Paul Delevoye, tout simplement, alors c'est un inconvénient, c'est que cette contrainte qu'on va un peu booster va, dans les faits, rapporter moins, rééquilibrer moins rapidement le régime des retraites, qui aujourd'hui est à peu près équilibré. Hein. Aujourd'hui, on peut loin. Mais problème, c'est qu'il est plus facile à faire passer en termes politiques. Or, l'essentiel, c'est de faire passer le régime par points. Le risque de ce régime par points, c'est que les gens veuillent partir plus tôt avec des retraites faibles. C'est ce que dit la CGT, Force ouvrière, que les futurs pensionnés seront appauvris. Ce ne serait pas, j'ai dit que la CFDT avait pu se tromper, nos deux syndicats sympathiques peuvent aussi se tromper. Il se trouve que l'âge de départ à la retraite a gagné 6 mois en 3 ans. Pourquoi? Donc les gens sont pas bêtes. Parce que les Français sont très malins et ils ont compris que quoi qu'il arrive, quel que soit votre régime, etc., que ça plaise ou non, si on reste à 14% de PIB, ce qui est déjà le summum de ce qu'on fait en Europe, il se trouve que les retraites au niveau des pensions aura... Les Français sont malins, ils ont compris que... Ils ont compris évidemment qu'ils ont intérêt à repousser le moment où ils partent à la retraite, évidemment. C'est ce qui est en train de se passer. Pas besoin de loi d'ailleurs pour ça. Et donc ils ont intérêt à rester... En tout cas, le président, il va à pas compter. On a compris à quel point il marchait sur des œufs, repartir encore une fois sur une concertation alors qu'on on sort de 18 mois. Pardon, ça n'a pas le sentiment d'avoir une ligne très très claire. Très malin. Et alors là, vraiment, d'ailleurs, dans une émission moins brillante que la vôtre, mais j'ai mis 19 sur 20 à la manière dont il traite le sujet. Je trouve que c'est très malin. On voit bien qu'on va faire ça en 2 étapes. La grande affaire de faire une concertation de plus de quelques mois, c'est pas la fin du monde. Non. Je veux dire, ça fait des années qu'on fait des modifications, des rapports, etc. Il se trouve que dans tous les pays du monde, les vieux dans mon genre, ils se battent comme des malades pour avoir le maximum de pensions. C'est comme ça. Vous avez une lutte de génération et que vous le voulez ou non, la CGT et FO oublient de dire que l'argent, quand ils disent qu'il faut beaucoup de retraites, mais il faut bien que quelqu'un les paye. Qui les paye? C'est les actifs. Donc vous prélevez 14, 15, 16, 17. Il se charge aussi aux seniors de rester, c'est un sujet important pour le MEDEF, on en a parlé au président Roux de Bézieux quand on l'a vu au MEDEF, charge pour les entreprises de conserver leurs seniors, parce que c'est bien beau de dire qu'il faut travailler plus longtemps, faut-il que les boîtes gardent leurs seniors. Et là, on a un vrai sujet. On a un vrai sujet. Donc vous êtes confrontés, on s'arrache pour vous garder, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Oui. Mais surtout moi-même, je m'arrache pour me garder. Mais, nous sommes dans une situation où nous devons, en réalité, basculer dans une société que nous avons appelée la société du vieillissement, dans laquelle 30% de la population passera un tiers de sa vie à la retraite. Il faut quand même voir ce que ça signifie. On change de monde. Et dans ce monde-là, on n'est pas à 3 mois près pour imaginer une concertation complémentaire. Si ça permet de calmer un peu les esprits, tant mieux. On est en train d'imaginer que les gens vont évidemment travailler plus longtemps, c'est une évidence. Et troisième aspect, on est en train de se dire que les actifs ne peuvent pas inlassablement payer pour leurs aînés. Donc 14%, c'est bien. Ne pas oublier, dernier point, que quand on dit les retraités, ça ne veut rien dire. Entre le retraité qui a une très belle retraite, il y en a un nombre non négligeable, et puis la petite dame qui hésite à s'acheter un sandwich parce qu'elle est au minimum vieillesse, on ne parle pas du tout des mêmes choses. Donc l'idée aussi, c'est qu'il faut de la redistribution du transfert, la redistribution au sein à enveloppe constante. À enveloppe constante. Oui. En travaillant plus. J'attends de voir ce que vont dire les consultations avec les Français. Je viens de vous le dire. Avec les Français. On verra. Vous verrez que les Français sont sur ce point-là à la fois très lucides. Je vous rappelle que la réforme Balladur de 93... En catimini pendant l'été, avec des décrets pendant l'été, je m'en souviens très bien.
vous en souvenez, mais personne n'a Bronché. Personne Ah ouais, n'a parce que bronché. tout le monde Et est je en peux vous vacances, dire quelle est. super. Non, mais après ça, il y avait le mois de septembre, les vacances. Après les vacances, il y a un mois de septembre. Et personne n'a hurlé à l'affaire. Et quand on est passé aux 62 ans, le gouvernement, l'équipe Hollande qui arrivait avait dit nous jamais. Et Marisol Touraine. Et Marisol Touraine a accepté. Tout, Et il tout a ça, fait. il y a beaucoup de bon sens dans notre pays. Bon, c'est toujours un plaisir de recevoir Jean-Hervé Lorenzi, le président du Optimiste Cercle. sur les retraites. Indécrottable optimiste, président du Cercle des économistes qui était invité en direct de la grande interview sur Boursorama. Merci.